Nous sommes jeudi 17 octobre 2019. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Visite conjointe des comités Ansar de Bankoni Plateau et de Sirakoro Megetana au guide spirituel des Ansar à Seydi Chérif Ousmane Madane Haidara à Bankoni Djankineboukou. C'était ce mercredi 16 octobre. Visite annuelle pour le premier en marge de la Ziara de Donyumana et du Maouloud de Nabawi, mensuelle pour le second dans le cadre de son programme d'activité. Ils ont été reçus par Seydi Badra Ali Ousmane Haidara, représentant le président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Moussa Foma pour le commentaire. Il est de coutume pour les deux comités des Ansar de Bankoni Plateau en commune 1 du district de Bamako et de Sirakoro Megueta d'effectuer cette visite auprès du guide spirituel des Ansar. Selon les responsables du comité Ansar de Bankoni Plateau, à l'approche des deux événements majeurs de la Fédération Ansardine internationale, à savoir la grande ziara de Donyumana et les festivités commémorant l'anniversaire du prophète Mohammed paix et salut sur lui, ils entament cette visite de courtoisie. C'est devenu notre habitude chaque année à l'approche des grands événements, à savoir la ziara de Donyumana et les Maouloud. Donc, nous rendons visite à notre guide, à Seydi Chérif Ousmane Madane Haidara. Le but est de la bénédiction. Nous sommes très satisfaits parce que pour nous, soit les guides nous accueillons ou bien l'un de ses fils nous accueillons, pour nous c'est la même chose. Donc les fils de notre guide sont à la place des guides pour nous. Pour le comité Ansar de Sirakoro Meguetan, cette visite s'inscrit dans le cadre des activités mensuelles du comité souhaitées par les responsables. Il s'agit de solliciter les bénédictions du président du Haut Conseil islamique du Mali et lui formuler des bénédictions. C'est une visite qui est rencontrée chaque mois par le comité de Sirakoro Meguetan. C'est une visite ordinaire également pour venir faire des bénédictions et souhaiter aussi des bénédictions de sa part. Seydi Badra Ali Ousmane Haidara, représentant le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et recevant les deux comités Ansar, a au nom de Seydi Chérif Ousmane Madane Haidara remercié les deux comités dans leur démarche qui consiste selon lui à s'enquérir des nouvelles de son prochain, fortement recommandé par la religion musulmane. La cérémonie a pris fin par la prestation des 6 serments de l'islam. La Société Générale de Business Agricole, SOGEBA, a une fois de plus respecté la tradition par l'organisation de la 2e édition des journées portes ouvertes sur ces champs d'expérimentation agricole à Marako, c'est dans la commune rurale de Wélé-Séboukou. L'édition 2019 a regroupé les acteurs du secteur de l'agriculture, notamment les services techniques du ministère de l'Agriculture et les organisations paysannes. C'était ce mercredi 16 octobre en présence du PDG de la dite société. Envoyé spéciaux Amadou Kamara et Nouhoum Koni. Année après année, depuis maintenant 2 ans, l'événement Les Journées Portes Ouvertes sur les champs d'expérimentation de la SOGEBA est un succès retentissant en matière d'agriculture, autant pour les participants. Une grande opportunité pour la structure de partager leur passion et leur savoir-faire avec les populations, ainsi qu'avec les nombreux visiteurs curieux et intéressés de vivre une expérience unique et festive. À tenir cette 2e édition ici, c'est pour toujours afficher notre sentiment, toujours afficher notre engouement par rapport au développement de l'agriculture pour le Mali. Parce que nous sommes convaincus que le développement du Mali repose sur l'agriculture ou partira sur l'agriculture. Et pour que l'agriculture puisse constituer ce socle de développement, il faut que ça soit bien connu, bien maîtrisé et bien fait pour que ça puisse être profitable pour les agriculteurs. C'est ça qui nous a motivés à tenir déjà cette journée porte ouverte pour rassembler l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est un domaine qui est très vaste. Il y a des services techniques, il y a des ONG qui interviennent dans le cadre du développement de l'agriculture, il y a des coopératives. Donc notre motivation, c'est de rassembler l'ensemble de ces acteurs au niveau du champ ici pour mener un échange entre nous, techniciens, pour ce que nous, on n'a pas maîtrisé ou bien ce que nous, on a omis, qu'on puisse essayer de voir ensemble
comment faire en sorte que l'agriculture puisse être réellement une véritable agriculture de développement au service de la population. L'événement accueille chaque année plus de 200 visiteurs venus de tous les horizons des villages riverains. Cette activité gratuite permet aux agriculteurs d'en connaître un peu plus sur le savoir-faire exceptionnel de la Sogeba. Une journée ouverte, c'est-à-dire une journée d'observation, d'appréciation, d'apprécier ou de critiquer. C'est les deux. Je suis présentement là pour ça. Une très bonne impression. D'abord, moi, je suis artiste griot. Je ne me présenterai pas comme agriculteur, mais je me présente comme artiste encourageur des agriculteurs. Le griot des agriculteurs et le griot de la famille Koulibaly, spécialement de Drissa Koulibaly. J'apprécie ce travail, pourquoi? Parce qu'au fait, rien ne peut aller dans ce monde sans l'agriculture. Ça a commencé par la terre et ça finira par la terre, le monde. Et c'est un champ d'initiation qui vient d'être initié, c'est la première année. Mais pour ceux qui voient les plantes, les maïs, l'arachide, les niébés, et les pastèques, on ne dirait jamais que c'est un champ d'expérimentation, c'est la première année que ça a été exploité. Parce qu'au fait, vraiment, il y a eu du travail, de bon labeur, et il y a eu vraiment des gens très courageux qui ont fait ce travail, et ça mérite d'être apprécié et le travail mérite d'être encouragé. Franchement, mes impressions sont très très bonnes. Et l'année prochaine, je sais qu'ils pourront faire mieux, et ils vont faire mieux, parce que la façon dont je vois l'état même de la terre, c'est une terre très très fertile. Quand on l'exploite à fond, on donnera mieux que ça. C'est-à-dire, cette année, si ça donne 25%, l'année prochaine, ça va donner 50 à 75%, franchement. La journée porte ouverte, organisée par la Sogeba, qui permet au public de visiter les différents champs de la société, est une initiative dont se réjouit le premier responsable. C'est notre deuxième édition. C'est la deuxième édition, comme je l'ai dit tantôt. On a principalement 4 spéculations qui sont cultivées ici sur cette superficie de 60 et quelques hectares. On a procédé à la mise en culture de 4 spéculations, notamment le maïs, l'arachide, les niébés et les sorgho. Donc ces 4 spéculations-là sont cultivées cette année sur cette superficie. Je pourrais dire que je suis satisfait, mais pas très satisfait, parce que nous comptons aller plus loin. C'est une première année de mise en culture. Si vous avez remarqué, on a commencé les déboisements juste pendant la saison sèche. On voulait commencer la mise en culture à partir de cette campagne hivernale. C'est ça qui a fait que vous avez dû remarquer au niveau de certains niveaux que voilà, ce n'est pas comme on souhaiterait. Mais l'an prochain, Inch'Allah, ça sera comme on souhaiterait. On fera de notre mieux pour que ça puisse donner des meilleurs rendements plus que cette année. La Sogeba, depuis sa création en 2015, s'est positionnée comme un acteur incontournable du monde agricole au Mali et dans la sous-région, à travers des interventions ciblées et adaptées aux besoins des exploitants agricoles. Les différentes activités de la Sogeba et son soutien constant en faveur des producteurs agricoles contribuent à l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'à l'amélioration des revenus des exploitations agricoles et à la réduction de la pauvreté. Vivement la 3e édition. L'unité de fabrique des craies magiques Color a reçu une visite de courtoisie de la plateforme de lutte contre la corruption et du représentant du comité de gestion scolaire du Cap de Bankoni. La visite s'est déroulée ce mercredi 16 octobre dans les locaux de la dite université, disons de la dite unité de fabrique des craies, sise à Titibougou. Les détails dans ce reportage d'Amadou Ndiallo et Baba Keita. Créée en décembre 2017, l'unité de fabrique de craie magique Color a pour activité principale la production de la craie. Située en plein cœur de Titibougou, de nos jours, elle emploie plus d'une vingtaine d'ouvriers maliens. Le directeur de la société affirme que l'unité dispose de beaucoup de stocks de craie qu'elle n'arrive pas à écouler. Aujourd'hui, nous avons reçu en visite la plateforme de lutte contre la corruption. C'était une visite de courtoisie. Donc pour venir nous rendre visite et nous conseiller dans le cadre de notre activité. Donc nous avons reçu vraiment beaucoup de conseils de la part du professeur Clément. Donc je le remercie très vivement
au nom de Magicolor et de tous mes associés. Magicolor, c'est une initiative jeune, donc des jeunes, comme vous voyez, qui se sont regroupés après les études. On était sans emploi, on s'est associés pour mettre en place cette unité, en vue de nous auto-employer et aussi d'employer d'autres jeunes qui sont ici avec nous. Donc nous faisons des craies de très bonne qualité qui a été testé dans beaucoup d'écoles privées ici au Mali, plus particulièrement en commune 1. Donc c'est ce qui nous a encouragé même à continuer la production. Satisfait de cette prise de contact avec le personnel de l'unité de production, le représentant des comités de gestion scolaire du Cap de Bankoni et celui de la plateforme de lutte contre la corruption diront que la création de cette usine constitue une opportunité pour les jeunes en quête de formation et d'emploi. Ces jeunes, c'est des jeunes dynamiques. On attend d'eux une bonne qualité de craie et que nous voulons travailler ensemble pendant ces 2 années à venir parce que cette jeunesse qui nous a touchés, qui nous a demandé vraiment de les soutenir parce qu'ils ont des difficultés d'écoulement de leur craie. Alors, après plusieurs concertations, nous avons décidé, la coordination des comités de gestion scolaire et le Cap de Bankoni, donc de mettre un contrat d'achat de 2 ans entre Magicolor et les différentes écoles du groupe scolaire du Cap de Bankoni. Magicolor, c'est une usine qui est portée par des jeunes et dans laquelle ce sont des jeunes qui travaillent. Donc c'est une fabrication 100% malienne parce que les matières premières viennent du Mali et puis la main d'œuvre elle est malienne. On ne comprend pas que ce soit des jeunes qui font une telle initiative et qui sont en manque d'accompagnement. Ce que je retiens, c'est que le jeune malien n'est pas un fainéant. Je retiens que le jeune malien n'est pas lâche, comme on le dit. Je retiens que les jeunes maliens, beaucoup ont envie de travailler, mais qu'on détruit les initiatives dans ces pays et qu'on détruit, on tue les bonnes volontés. Je sors là avec une joie mêlée d'un pincement au cœur. La joie, c'est que je vois qu'ils ont la volonté, ils ont envie. L'inquiétude que j'ai, est-ce que l'État malien, est-ce que les partenaires vont pouvoir les appuyer, les encourager et montrer aux autres jeunes que c'est possible. Le message que j'ai à envoyer à la jeunesse malienne, à tout le peuple malien, c'est que nous sommes dans un pays où un autre Mali est possible. Notons que cette visite se situe dans le cadre du partenariat existant entre les différentes parties. La journée mondiale du refus de la misère est célébrée chaque 17 octobre à travers le monde. C'est une journée officiellement reconnue par les Nations Unies depuis 1992. Elle se caractérise par la lutte contre les inégalités sociales et de l'élimination de l'extrême pauvreté dans les pays en voie de développement. C'est le sujet auquel s'est intéressée notre équipe de reportage Aboubakar Traoré, Infré et Nouhoum Koni. Pour parler de la misère, le sujet est complexe parce que la misère n'est pas seulement le manque. La misère, c'est aussi souvent un état d'esprit. Il y a des gens qui ont des capacités mais qui sont misérables. Là, c'est l'aspect de l'état d'esprit. Quand un homme ne sait pas comment agir dans la société, quand un homme ne sait pas comment faire face à ses problèmes et à des problèmes même nationaux, eh bien c'est un misérable. Il souffre de misère. Il y a maintenant le misère dans l'aspect matériel. C'est tout simplement tous nos frères et sœurs, pères et mères qui souffrent à côté de nous, manquant du minimum vital, et que nous avons le devoir d'assister, que nous avons le devoir d'entretenir. Une seule personne ne peut pas représenter l'État, mais si chacun s'y met un tout petit peu,
nous pourrons, à défaut d'éradiquer la misère, de la réduire à bien de niveau. Pour lutter contre la misère, c'est d'abord un problème de développement. Il faut que les jeunes puissent trouver du travail, parce que bien de familles sont misérables, ayant des jeunes diplômés en famille. Bien de familles vivent dans la misère, tout simplement parce qu'aucun élément, aucun membre de la famille n'est productif. Lutter contre la misère, c'est une association de facteurs permettant tout simplement à chacun d'avoir la dignité du travail, du résultat et l'acquisition des ressources. Pour parler en bref. Moi, j'entends par misère la pauvreté. Et quand on parle de pauvreté, on parle de gens démunis. Donc voilà comment je comprends le sens même de la misère. Vous pensez que c'est pas facile de lutter contre la misère parce que moi je trouve que c'est quelque chose qui est naturel. Mais tout problème peut avoir une solution du fait que si on parle de misère, la solution, c'est se donner les mains, s'entraider et penser à la charité. Et en pensant à la charité, en pensant à donner, en pensant à réfléchir, je pense que même si ça ne serait pas la solution par rapport à la misère, ça peut être quand même un moyen pour pouvoir résoudre un peu cette misère que moi je comprends par la pauvreté. Il ne faut pas aussi que les gens se donnent trop à la misère, parce que la misère, ce n'est pas aussi une fatalité. Du fait qu'on peut être misérable, mais si Dieu fait que tu as tes deux pieds, tes deux mains, comme on le dit, il faut essayer toi-même de je ne sais pas comment dire, initier de ta force pour pouvoir survivre. Il ne faut pas tout laisser dans la main, soi-disant que tu es misérable. Quelqu'un peut être misérable, mais si le courage est là avec la personne, je pense qu'elle peut s'en sortir petit à petit. Et si la personne serait aussi appuyée par quelqu'un qui est dans de très bonnes conditions, je pense que vraiment on pourra quand même aller un peu à tout ce qu'on peut chercher pour pouvoir combattre cette misère-là. Au Sénégal, la préparation du Grand Magal, la plus importante fête religieuse de l'influente confrérie des Mourides de Bassomplet. Des centaines de milliers de pèlerins convergent ces jours-ci de tous les pays vers Touba, à environ 200 km à l'est de Dakar, pour le Grand Magal ce jeudi 17 octobre. Un commentaire de Moussa Fomba. Au Sénégal, ce jeudi 17 octobre est un jour férié pour célébrer le Grand Magal de Touba, la fête religieuse la plus importante pour les Mourides qui commémore le départ en exil du fondateur de la confrérie, Cheikh Ahmadou Bamba. La décision d'en faire un jour férié remonte à 2012 sous la présidence d'Abdoulaye Wade. Signe de son influence politique, mais aussi économique grandissante, l'éducation devient une priorité pour la confrérie religieuse Mouride. Un complexe universitaire est en chantier à Touba, ville sainte des Mourides, à 200 km à l'est de Dakar. Après la construction de la mosquée Maskoul al-Jinan de Dakar en septembre, c'est la prochaine étape d'une politique de grands travaux. 3 bâtiments sont en train de sortir de terre après la pose de la première pierre en décembre 2018. Sur un site de 30 hectares, le complexe devrait comprendre à terme un pôle d'enseignement islamique, des facultés de technologie et sciences agronomiques, une mosquée, une bibliothèque ou encore un planétorium pour un budget estimé à 37 milliards de francs CFA, entièrement financé par les contributions des fidèles. Un financement indépendant de l'État et un programme éducatif propre. La confrérie revendique son autonomie et même si le mouridisme est très spécifique au Sénégal, l'université vise des étudiants étrangers, une manière aussi de faire face à l'islam radical pour le professeur Morfaï qui affirme que l'éducation est forcément un rempart face aux dérives qu'on constate aujourd'hui. Voilà, voyons à présent ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale. Un commentaire signé Amadou Diallo. Au 3e jour consécutif du quadrillage de Conakry par les forces de l'ordre, le procès des principaux initiateurs des manifestations a été reporté à vendredi pour les réquisitions du procureur et les plaidoiries des avocats. Il y aurait eu 6 morts parmi les manifestants tués par les forces de l'ordre selon des proches et des médecins. Le gouvernement assure pour sa part
que consigne a été donnée aux forces de sécurité de ne pas faire usage de leurs armes à feu et a confirmé la mort d'un habitant de Conakry et d'un gendarme lors des violences qui ont touché la capitale lundi. Interrogé lundi soir sur le sujet, le porte-parole d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a indiqué que ce dernier suivait avec de plus en plus d'inquiétude la situation en Guinée. Le président nigérien Muhammadu Buhari a ordonné mardi la répression des mauvais traitements et abus dans les écoles coraniques. Cette décision intervient après qu'une deuxième descente de la police en moins d'un mois a révélé que de nouvelles personnes, en l'occurrence de jeunes garçons, avaient été battus, enfermés et abusés. Un raid des policiers mené lundi pour secourir ces apprenants a conduit à la découverte de près de 300 personnes gardées captives dans une école coranique de la région de Dora à Kassina. L'institution en question se serait passée pour un centre d'enseignement islamique qui aiderait à redresser les membres de familles égarées. La police déclare avoir arrêté le propriétaire de l'établissement, 2 enseignants et avoir traqué d'autres suspects. La commission du genre du Zimbabwe, l'organisme public chargé des questions de genre, a été critiquée pour avoir proposé que les universités introduisent un code vestimentaire pour protéger les étudiants du harcèlement sexuel. Delis Mazamban, directeur des affaires juridiques et des enquêtes de la commission, a été cité mardi par les médias locaux comme ayant déclaré: pour faciliter la vue du professeur, l'université doit se doter d'un code vestimentaire. Bien sûr, la Constitution parle de liberté d'expression, mais les institutions sont autorisées à adapter ces dispositions à leurs propres besoins. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a gracié la journaliste Hajar Ressouni et récemment condamné à 1 an de prison pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage, selon un communiqué officiel diffusé ce mercredi 16 octobre. Elle est sortie de prison ce mercredi 16 octobre. Elle avait été condamnée à 1 an de prison en même temps que son fiancé et que le gynécologue, l'anesthésiste et la secrétaire médicale qui avaient été condamnés avec elle. Les familles ont accueilli l'annonce de leur libération avec soulagement et sont allées très rapidement les chercher à la sortie de la prison. Alors que Jean-Yves Le Drian doit évoquer jeudi à Bagdad le sort des djihadistes français, les Américains Mike Pence et Mike Pompeo sont à Ankara pour tenter d'arracher une trêve dans le nord de la Syrie au président turc Recep Tayyip Erdogan. Le chef de la diplomatie française doit notamment évoquer la création dans ce pays d'un dispositif international pour juger les djihadistes de l'organisation État islamique. Les Européens premiers concernés par les risques d'attentats craignent pour leur sécurité si les Kurdes engagés face aux Turcs ne peuvent plus tenir les camps de djihadistes prisonniers situés dans l'extrême nord-est de la Syrie près de la frontière turque. Environ 12 000 combattants du groupe État islamique, dont 2 500 à 3 000 étrangers, sont détenus dans les prisons sous contrôle des Kurdes selon des chiffres de sources kurdes. Et enfin, Donald Trump a affirmé mercredi que le Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, était probablement une plus grande menace terroriste que l'organisation État islamique. Le PKK, qui fait partie des Kurdes, comme vous le savez, est probablement pire en termes de terrorisme et une plus grande menace terroriste en bien des aspects que l'État islamique, a déclaré le président américain lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. La Turquie a lancé la semaine dernière une offensive dans le nord de la Syrie contre une milice kurde qu'elle considère comme la branche syrienne du PKK après le retrait de militaires américains de cette zone.
Voilà, c'est tout pour ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. À 21h, vous serez avec Kafne Batili pour l'édition en langue nationale Bamanakan. Excellente soirée sur Chérif la télévision. Bonsoir.